médias, surtout les médias traditionnels. Moi-même, le lundi, dans le devoir, j'essaie d'être assez critique. Je peux poser des regards critiques sur les pratiques de mon propre journal, des propres pratiques parfois, les pratiques de mon métier, mais en même temps, il faut bien reconnaître que s'il y a une crise du journalisme, s'il y a une crise des médias traditionnels, il n'y a pas de crise de l'information. On vit une surabondance, on vit dans une sorte d'infobésité avec des millions de connexions possibles qui font que, justement, peut-être à la limite, cette abondance pose problème et cette abondance fait en sorte que des gens, je m'excuse de le dire, mais comme moi ou d'autres, deviennent encore plus essentiels pour faire le tri, c'est-à-dire des professionnels qui peuvent justement faire des cours à l'intérieur de ces banques de données immenses qui se manifestent chaque jour. En même temps, comme je vous le disais, tout ça est formidable parce qu'il y a aussi là une évidence de démocratisation de la communication, c'est-à-dire que les médias nouveaux, la nouvelle technologie permettent de multiplier les points de vue. Et en démocratie, c'est essentiel. Et on a vu le printemps dernier que les médias sociaux et certains médias non traditionnels ont permis, entre autres, d'enrichir le point de vue de ce qui se passait dans la rue, même au quotidien, comme tous, je m'invitais le soir sur Wiki pour savoir ce qui se passait, et ce n'était pas un média traditionnel, ça, qui l'offrait. Mais en même temps, évidemment, le dernier avertissement, avant de plonger dans le sujet, là, je dois dire que tout ça est un peu troublant, évidemment, pour mon monde, parce que cette multiplicité des points de vue, le fait qu'en apparaissent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de médias, de commentateurs, vient ébranler, évidemment, l'espèce de magistère qui a longtemps été établi, même l'aura qui a été établie autour des journalistes, des professionnels de l'information, qui se sentent évidemment un peu déstabilisés, pas être les seuls habilités à faire du commentaire et à relayer de l'information. Ça, évidemment, c'est assez troublant. Évidemment, il faut toujours se méfier des idéologies de profession. J'aime bien cette phrase de Musée qui dit qu'il faut se méfier des bûcherons qui se présentent comme les amis de la forêt ou des chasseurs qui se présentent comme les amis des animaux. Alors, les journalistes se présentent toujours comme les amis de l'information, du sens social immédiat ou l'histoire en train de s'écrire. C'est juste, je crois qu'il y a une partie de vérité là-dedans, mais il ne faut pas oublier que, évidemment, on n'est pas les seuls à donner du sens à la société. Les artistes le font, les gens des médias sociaux maintenant le font. Donc, du commentaire sensé, il y en a dans les livres, dans la littérature, dans les romans, il y en a partout. On n'est pas les seuls à avoir on n'est pas les détenteurs du monopole de la parole juste sur l'actualité et la parole sensée. Donc, je suis pas là pour défendre mon monde, celui des vieux médias comme celui des nouveaux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que souvent les nouveaux médias les plus intéressants viennent des anciens médias qui se transforment eux-mêmes et qui créent, par exemple, des sites comme Radio-Canada.ca, qui est une formidable source d'information gratuite, en fait, payée par nos impôts, mais bon, où la presse.ca va lancer la semaine prochaine, la presse plus, pardon, va lancer la semaine prochaine un nouveau média, en quelque sorte. Il y a 200 personnes qui travaillent sur ce projet depuis 12 ans. On l'annonce comme une plateforme qui va révolutionner l'information en ligne. Alors, il ne faut pas oublier ça non plus, c'est-à-dire qu'on peut plus critiquer les nouveaux médias, c'est quand même encore eux qui donnent le là. Et je n'ai pas vu beaucoup de blogueurs ou de médias sociaux lancer des scoops, faire des enquêtes, faire le travail de base. Pour l'instant, c'est encore la bonne vieille mécanique à laquelle j'appartiens qui réussit à faire ce travail. Pour le reste, évidemment, il y a des médias comme Avavor qui viennent aussi bonifier l'information, donner des perspectives, enrichir le discours. Ça va, c'est pas le travail de base, c'est encore de plus. Donc, je vais aller maintenant avec des observations, des angles que je voulais développer. Donc, d'abord, je vais vous parler de la suractivité croissante de la machine informée qui tourne vite. Je vais aller assez rapidement. Je vais vous parler ensuite de la surabondance des commentaires et finalement des dangers de s'éloigner de l'essentiel. Pour ce qui est du premier point, de la roue qui tourne à vide, je peux vous dire que les journalistes qui s'intéressent à tout, qui sont vraiment de perspective encyclopédique, vivante et instantanée, on connaît même très bien les problèmes qui les affectent, ce qui se passe là-dedans, observer tout, et ils s'observent évidemment eux-mêmes. Et la preuve de ça, c'est que dans Columbia Journalism Review, il y a quelques mois, il y a une
2 ans. Il y avait un article d'un reporter qui s'appelle Dean Starkman qui faisait un portrait de journaliste en hamster dans le cerveau. Et il disait que maintenant, les nouvelles technologies et la possibilité donc par la dématérialisation de relayer très rapidement l'information pour transformer les journalistes en petites bêtes suractives qui tournent le bon ouvrage de l'essai ou le service public non rendu. Les chiffres sont assez éloquents. Il citait dans le cas du Wall Street Journal entre 2000 et 2008, il disait que la production de reportages d'informations diffusées a augmenté le volume, si on veut, de 50%. 50% de plus de embauches pour le projet de la presse plus se sont faits récemment. Il est question, pour que le patron puisse décider s'ils écrivent immédiatement le texte pour l'envoyer le plus possible et plus rapidement en ligne. S'ils sont chanceux, ils peuvent retourner au travail ou à la maison, parce que maintenant on a aussi délocalisé les bureaux, pour approfondir un peu le sujet, en faisant 1 ou 2 entrevues bonifiant le texte. Ou bien on va les renvoyer sur 1 ou 2 autres affectations où ils vont recommencer le manège. Évidemment, donc faut voir, ça c'est une partie du travail journalistique, et c'est une partie de plus en plus importante, et on a l'impression que mon monde est en train de se diviser en 2 clans, c'est-à-dire que les happy few, eux, sont dépêchés sur des enquêtes, sont capables de prendre du recul, prendre 2 ou 3 semaines pour faire des travaux, ont le temps d'interviewer plusieurs personnes, font des articles pour la fin de semaine, ont 3-4 jours pour écrire, pour finir leur travail. Puis à côté de ça, il y a une masse de poules ou de hamsters qui tournent à vide dans leur peau. Tout à l'heure, Mme Francard, vous citez le cas des communiqués qui se retrouvent de plus en plus dans les sites. Vous pouvez aller voir sur des ordinateurs, le site journalism.com. Tout churn en anglais, c'est variatif, et donc c'est pour enseigner de la centrifugeuse. Dans ce cas-là, des informations. Et un site a été mis en point par des Britanniques. On peut mettre le communiqué à gauche qui a été émis pendant la journée, puis à droite, les reportages produits. Le site calcule le pourcentage du communiqué qui se retrouve dans l'article. C'est 1,1. Et dans le journaliste, pour 1,1 relationnistes. Et maintenant, on est passé à 3,8 en faveur des relationnistes. Évidemment aussi parce que les mises à pied ont affecté énormément notre secteur. Aux États-Unis, il y a ces statistiques, il y avait 2 fois plus de journalistes il y a à peu près 25 ans que maintenant. Il y en a à peu près, je sais les chiffres exactement, 40 000, disons, il y a 20 ans, qui reste journalistes à temps plein dans les 2 salles d'information. J'aborde maintenant le 2e point concernant la surabondance de commentaires. Je crois qu'il faut la lier aussi, cette surabondance, au fait que aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de produire. Dans mon secteur, les nouvelles sont connues très rapidement, diffusées très rapidement et en surabondance sur Internet et accessibles gratuitement, il faut se démarquer. Alors comment on y arrive? Souvent dans les médias, on y arrive en étant assez en prenant la solution la plus simple, la plus bête, la moins coûteuse. Là, on demande à des gens professionnels du commentaire de commenter encore plus. Alors, au lieu d'envoyer des journalistes faire des enquêtes, approfondir des sujets, faire de grands reportages, faire des entrevues de fond avec des savants, des universités, etc., on donne la corde à chaque. Là encore, les statistiques sont pas trompées. Vous voyez, dans le journal de Montréal, par exemple, du fondateur, Pierre Pégado, il y avait une poignée de chroniqueurs. Jean-Louis Dufresne et quelques autres. Il était 4 ou 5 à commenter. Maintenant, ils sont à peu près une trentaine, sans compter les dizaines de blogueurs qui sont reliés maintenant au site du Journal de Montréal. Le même problème se retrouve à la presse. Autrefois, on pouvait citer Fauquillard, puis Lise Gagnon, puis 2 ou 3 autres chroniqueurs. Et puis maintenant, ils sont là à la dizaine et à profusion. C'est la même chose de le voir. Tous les médias sont emportés dans cette logique du commentaire. Évidemment, ce que ça fait, c'est que là encore, on se trouve, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait comme 2 clans. Là encore, on voit qu'il y a 2 clans. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui doivent respecter la sacro-sainte objectivité, et tant mieux, et j'en suis. Celles dont parlait M. Laurando, mon métier, c'est
une discipline de la vérification et témoigne aussi de la vision du monde de quelques-uns. Évidemment, ça a des effets pervers parce que ça peut être vite lié à des choix idéologiques, comme on le voit dans le Journal de Montréal, par exemple, où les conservateurs sont en surnombre, ça ne veut pas être innocent. Si on divise les positions conservatrices en trois clans, celles des moralistes qui sont contre le mariage gay, par exemple, les conservateurs fiscaux qui sont contre l'État, et les conservateurs identitaires qui peuvent être une sorte de repli sur soi. On voit bien qu'au Journal de Montréal, les nouvelles technologies et transformations du monde, on peut en prendre plein d'autres. Et je ne suis pas en train non plus de développer une sorte de déterminisme technologique. Je ne crois pas que ce soit que ces transformations du monde soient simplement induites par les technologies, mais elles font partie du problème. Elles amplifient aussi les mutations en cours dans ce secteur, qui découlent de toutes sortes de phénomènes, y compris des mutations économiques, qui découlent elles-mêmes des mutations technologiques. Donc, le faire de l'information, ça coûte une fortune, ça coûte très très cher. Et maintenant, à mon monde, celui des vieux médias, voit son modèle économique s'effondrer, entre autres à cause de la matérialisation, mais pour toutes sortes d'autres raisons. La publicité libre, les médias ont moins d'argent pour faire certains travaux, on les enquête. Alors, il faut comprendre tout ça dans cette optique. Il faut observer qu'une part du journalisme actuel, comme habile, comme un hamster dans sa roue, une fois dit, redit qu'il placote trop, qu'il parle de lui-même, parce que ça aussi, il est souvent très nombrilliste, souvent une sorte d'envoyé spécial sur son propre nombril. Maintenant, le commentateur ou le chroniqueur, on vient finir par se demander pourquoi. Mais bon, mais comme je suis ici, ça va vous faire plaisir, je vais essayer de réfléchir moi aussi pourquoi, en me demandant à quoi, que sert et que dessert cette situation inédite. C'est-à-dire que si le journalisme est en crise, si cette crise s'expose dans la mutation des conditions d'exercice même du métier, il ne faut pas se demander finalement, c'est parce que la société elle-même se transforme, le journalisme, c'est un manque de sens, un manque de perspective critique et un manque de regard à distance sur la société. Ce qui fait que les paradoxes abondent maintenant dans mon monde, c'est-à-dire que plus le journaliste passe de temps à parler de l'immédiateté événementielle, moins il en reste pour discuter de l'essentiel, des finalités sociales ou de la normativité politique, du sens comme des valeurs, des idées ou de la culture. C'est-à-dire que la surmédiatisation témoigne d'un défaut fondamental de médiatisation. C'est-à-dire que la surabondance des signes cache une grande désymbolisation dans la société et que le pistage incessant du monde trahit une incapacité finalement à se tenir à distance pour le comprendre et le critiquer. Il n'y a rien de réactionnaire ni d'anti-technologique là-dedans. J'ai fait même de l'observation de Dean Starkman qui disait que le journaliste est un peu comme un hamster dans sa roue. Mais je peux aussi faire même son observation qui dit que il faut célébrer la vitesse, la quantité, la pression. On est très heureux de ce genre de transformation. Vous me dites, c'est que j'avais l'impression que vous greffez un nouveau cerveau parce que vous êtes arrivé dans ce monde de basculer. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que si le journaliste doit flâner, s'il peut clapoter, s'il peut même se perdre dans le présentisme le plus ancré, il doit aussi de temps en temps s'assumer comme une sorte d'intellectuel diète, comme un spectateur principe du métier. M. Laurando a cité Mediapart. Je suis très content parce que moi aussi je l'avais noté. Je trouve que c'est un exemple à suivre, un pure player, comme on dit en France, qui, avec une trentaine de journalistes, assez peu de moyens, avec des abonnés, réussit maintenant à retenir une sorte de conscience de sa nation, ce que devrait être idéalement un média de qualité. J'ai cité tout à l'heure 24h68, je vais dire, je vais le répéter encore, une émission formidable et fondamentale qui joue son rôle de critique et d'analyse de la société à Radio-Canada. Il n'y a pas de hamster dans ces médias, je ne crois pas. En tout cas, je ne crois pas que travaille beaucoup va faire, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'hamsters à Mediapart. Oui, bonjour, je ne suis pas Colette Brun. Je ne vais pas se présenter malheureusement. Donc, le titre du panel, c'est « Médias traditionnels, nouveaux médias, interactions et redéploiement ». Ce que j'aimerais montrer, c'est que les interactions et les redéploiements ne se présentent pas seulement entre ces formes de médias-là, mais aussi entre les producteurs d'informations qu'on retrouve dans ces différents médias. Autrement dit,
j'aimerais ramener que le web social, pour le meilleur, pour le pire, ça a déjà été évoqué d'ailleurs par M. Baillargeon, ça marque la fin du monopole de ce qu'on pourrait appeler les journalistes institutionnels ou traditionnels, donc formés en journalistes accrédités. Ça ne signifie pas qu'ils sont à médias sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques, donc Facebook, Twitter, etc. Mais les appareils, comme les téléphones cellulaires, permettent à un individu de diffuser massivement l'information à peu de frais. Alors qu'avec la presse, la radio, la télévision, on avait quelques diffuseurs qui pouvaient envoyer l'information à une infinité potentielle d'individus. Là, on a une infinité potentielle d'individus qui peuvent envoyer l'information à une autre infinité potentielle de personnes. C'est Ignacio Ramonet qui dit qu'on est passé des médias de masse à la masse des médias. C'est sûr qu'il faut faire des nuances par rapport à ces constats-là. Dans les faits, c'est surtout, en ce moment, en tout cas, des gens qui sont déjà en marge du système médiatique actuel, donc des médias alternatifs, des professeurs, des artistes, certaines personnalités publiques, bref, des gens qui sont déjà dans le monde des communications. C'est ces gens-là qui en profitent le plus parce que, bon, ça suppose quand même des ressources en temps, en capital culturel, en réseau. Mais malgré ces précisions-là, le constat est le même. Il y a perte de monopole de la part des travailleurs dits officiels de l'information par rapport à ceux et celles qui sont en périphérie, qui font davantage de bruit qu'avant. Donc, par le biais du web social, les internautes deviennent assez volontairement, mais sans toujours en prendre conscience, des travailleurs, des travailleuses de l'information. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, les gens peuvent chercher l'information, l'amasser, la diffuser, la filtrer, la sélectionner. M. Baillargeon disait tantôt que le travail de base restait aux journalistes. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour très très longtemps encore. Si on prend l'exemple de la grève étudiante, on a vu des gens adopter rapidement le rôle de producteurs de contenu informationnel. Si on pense à l'Université TV, à CUTV, 99% Média aussi, qui est présent aujourd'hui. Le travail de recherchiste aussi, si on pense au site libéraux.net. Moïse Marcoux-Chabot, qui donc, quelques mois, donc je pense que ça remonte à mai ou juin dernier, déjà posait les mêmes questions sur l'usage des balles de plastique à Victoriaville, alors qu'Enquête l'a fait il y a quelques semaines à peine. Travail de critique aussi de la part de GAPA, donc disproportionné ou biaisé, avec un travail collaboratif de filtrage. Ils peuvent aussi exercer des pressions sur les médias pour les forcer à aborder un sujet qui leur apparaît d'intérêt public. Le seul fait de partager une vidéo sur YouTube, ça exerce une pression dans le sens que le décalage entre ce que les gens ont vu sur YouTube et ce qu'ils ne voient pas dans les médias ne peut pas être trop grand sans que les médias eux-mêmes se retrouvent à être remis en question. C'est sûr que, bon, quand je dis travailleurs de l'information, il faut faire des précisions. Sur Internet, là, donc ce sont des gens qui, dans la plupart des cas, ne sont pas rémunérés. Ce qui est publié sur Facebook, sur Twitter, peut être totalement réutilisé par ces compagnies-là. Et finalement, les usagers, ils sont captifs du réseau social, c'est-à-dire, en tout cas, en particulier pour Facebook, il faut être sur le réseau social pour en profiter. Donc, quand on dit travailleur de l'information, peut-être pas exact sociologiquement ou juridiquement parlant, il serait peut-être plus proche de l'esclavage que du salariat. Par rapport à ça, parenthèse, il y avait eu une controverse en 2011 autour de la vente du Huffington Post sans partage des recettes de la vente aux blogueurs qui étaient sur le site. Et la venue du Huffington Post Québec avait suscité des réactions pour le recrutement de blogueurs bénévoles. La façon dont la controverse a été placée, il me semble que ça relève encore une fois du cadre traditionnel du journalisme. Ça suppose qu'il y a quelques individus qui sont triés sur le volet, qui vont être rémunérés pour ce qu'ils font, alors que le reste de la population va demeurer dans son rôle de lectorat. Donc, ça contribue un peu à maintenir une distinction qui, à mon avis, a plutôt tendance à s'embrouiller. C'est-à-dire que c'est pas juste les blogueurs du Huffington Post qui sont exploités, en guillemets, pour ce qu'ils font, mais tous les gens qui écrivent des commentaires sur Facebook, sur Twitter, donc tout ça a une valeur marchande, mais les gens ne reçoivent absolument rien pour ça. Donc, je ne suis pas en train de faire la promotion du bénévolat généralisé, mais je pense qu'au contraire, il faut penser en allant plus loin que le salariat, puis à se demander comment on peut développer des modèles dans lesquels tout le monde est propriétaire de ce qu'il diffuse sur le web. Donc, c'est ça, on résume, les journalistes institutionnels perdent le contrôle graduellement de ce qui passe, de ce qui ne se passe pas. Il y a un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon qui qualifie les journalistes et les éditeurs de gatekeepers, donc une sorte de douaniers. Et en fait, c'est que la gate, la barrière, a de plus en plus tendance à avoir des failles. Donc la place privilégiée dont parlait M. Baillargeon est effectivement contestée de façon de plus en plus bruyante.
Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui demeure de la part du journaliste traditionnel? Juste quelques petites précisions pour commencer. D'abord, cette perte du monopole-là, elle me semble comme un fait accompli et de plus en plus accompli. Donc, un repli qui serait davantage au niveau de l'identité professionnelle ou des stratégies qui sont plus formelles, du genre les accréditations professionnelles, me semble être une bataille d'arrière-garde qui est un peu semblable à celle que l'industrie de la musique a cherché de faire quand la musique s'est mise à être partagée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gains qui vont pouvoir être faits à moyen ou à long terme là-dessus. L'autre précision, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de voir journalistes institutionnels et journalistes citoyens en opposition. Il y a plusieurs moyens de collaborer. Il y a une sociologue d'origine turque qui travaille sur ces questions-là qui s'appelle Zeynep Tufekci et elle parle d'écosystème. Donc, si les médias-là interagissent comme un écosystème, on peut avoir des réserves par rapport à la métaphore, mais ça reste une idée intéressante. Donc, une plus forte collaboration entre les journalistes citoyens, avec les journalistes citoyens, ça permettrait d'éviter en partie, en tout cas, le formatage de la nouvelle, la dépendance aux relationnistes, aux sources officielles dont parlait Mme Francoeur tantôt. Le cas de Wikileaks, je le trouve particulièrement intéressant sur cette question-là. Je trouve dommage que la réaction autoritaire à l'égard de Wikileaks de Julian Assange a un peu escamoté des possibilités de se poser des questions sur un renouvellement du journalisme. Il me semble que si Wikileaks a causé une telle commotion en publiant les câbles diplomatiques en 2010, c'était non seulement parce qu'ils étaient en confrontation directe avec le département d'État américain, mais aussi parce qu'ils instauraient une rupture par rapport aux pratiques journalistiques établies. Pourquoi en rupture? D'abord parce qu'ils laissaient les câbles à la libre disposition des internautes, et comme il y en avait une quantité hallucinante, c'est une très bonne idée parce que ça permet encore une fois un travail de collaboration au niveau de la recherche. Et ensuite, la confrontation directe avec les élites, le discours officiel, exposait aussi la proximité de certains journalistes avec leur pouvoir et la dépendance justement à l'égard des communiqués de presse, des attachés politiques. Donc l'attitude de distance à l'égard de Wikileaks est peut-être due au fait que c'était pas seulement les gouvernements qui se trouvaient embarrassés. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est le rédacteur en chef du 30, Jonathan Trudel, qui disait en 2010, et je cite, « Ici, la méfiance, voire le dédain de nombreux journalistes à l'égard de Wikileaks venait en partie du fait qu'ils font maintenant eux-mêmes partie de l'establishment. » Donc, est-ce qu'il y a des manières plus collaboratives de fonctionner entre soit militants, journalistes citoyens d'une part et journalistes institutionnels d'autre part? Évidemment, on en est très peu avancé, je pense, dans ces questions-là. Il y a une anthropologue qui est à McGill, qui s'appelle Gabriella Coleman, quelqu'un qui étudie beaucoup le logiciel libre et le mouvement hacker, Anonymous, tout ça, qui a dans un court clip sur Internet, ça dure 3 minutes, présenté ses idées pour un journalisme open source. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bon, le logiciel libre, on l'appelle aussi le logiciel open source, donc il y a des débats sur l'emploi des termes. Mais pourquoi on dit open source? C'est l'idée que le logiciel, le code source est laissé à la disposition des usagers qui peuvent ensuite le modifier, l'améliorer, s'en servir à d'autres fins. Donc, sans qu'elle ait d'idées clairement arrêtées, Gabriella Coleman évoque des idées dans ce sens-là en disant, dans l'expression open source, je prends le terme source au sérieux, puisque les sources, c'est un élément essentiel du travail de journaliste. Alors, pourquoi, par exemple, ces suggestions, pourquoi ne pas publier à côté d'un reportage la liste des organisations, des personnalités qui ont été consultées pour faire un reportage, sauf évidemment s'il y a l'anonymat et confidentialité qui est nécessaire, même si ces gens-là n'apparaissent pas dans le produit final. Mention claire des sources serait plus transparente, reconnaîtrait le travail aussi de certains journalistes citoyens. On pense aux images de CUTV ou de GAPA qui ont été prises parfois sans mention par RDI ou par le Journal de Montréal dans la dernière année. Gabriella Coleman suggère aussi que des individus qui font cette nouvelle-là pourraient aussi se taguer, se coller à cette nouvelle-là pour éventuellement bonifier ou corriger, si nécessaire, le travail du journaliste. Donc, c'est un clip qui est très, très court, mais j'essayais d'aller dans le même sens en me demandant comment est-ce qu'on peut s'appuyer davantage sur la mine d'informations que représente Internet. On parlait de surabondance, c'est clair que c'est le cas. Comment s'appuyer davantage sur ça? Est-ce que le travail de journaliste à l'avenir ne devrait-il pas tendre vers pointer simplement vers l'information qui semble la plus pertinente, d'être un point de repère parmi tout ce flot d'informations-là? Donc la réputation d'un média pourrait se bâtir sur l'attitude des gens qui travaillent à regrouper l'information, à la rendre accessible dans la forme la plus extensive possible, et dans l'analyse, effectivement, qui permet de lui donner un sens.
Donc, le journaliste institutionnel pourrait puiser dans les informations que lui fournissent, entre autres, les journalistes citoyens, en y faisant toujours référence pour que les gens puissent retourner justement à la source, aller voir quel travail qui est fait à ce niveau-là. Ça aurait un avantage pour les journalistes citoyens parce que ça donne un écho beaucoup plus large. C'est aussi l'avantage que les journalistes institutionnels ont, la très grande tribune. Donc, ils pourraient éventuellement, les citoyens, se bâtir leur propre crédibilité avec ça. C'est un avantage aussi pour les journalistes institutionnels parce qu'ils pourraient diversifier leur approche, sortir des cadres établis, sortir d'une certaine dépendance à l'égard des sources officielles, et ça permettrait peut-être d'être plus en confrontation plus directe avec les élites économiques et politiques qui, en passant, larguent, divorcent de plus en plus avec l'idée même de vérité, déni du réchauffement climatique, musellement des scientifiques du côté de Harper, même dans le cas des entreprises médiatiques, retrait du conseil de presse de la part de Québécois, Fox News, Sun News qui font plus de la fiction que de l'information, Journal de Montréal qui fait des campagnes ouvertement politiques en mettant en première page écœuré de payer, criez-le en majuscule. Donc l'idée même de vérité semble fragile de ce côté-là aussi. C'est un peu ça. Donc, je me dirais, dans le fond, c'est quoi le rôle d'un journaliste? J'essayais de poser la question. Donc, il me semble que c'est un travail de recherche, de sélection, de mise en forme de l'information, de manière à ce que citoyens et citoyennes n'aient appris sur leur monde. Donc, le problème, c'est pas tant le manque d'information, c'est plus la surabondance. Alors, le journalisme, on le sait, et quand on parle de crise, est menacé à plusieurs niveaux. Donc, travailler des alliances avec des individus qui valorisent cette... ça fait un peu pompeux, là, mais qui valorise cette quête-là de la vérité, de la propagation de l'information de façon intrinsèque, de façon bénévole, pour la cause tout simplement, me semble être une avenue peut-être un peu risquée, mais qui est quand même pleine de promesses. Mais ça implique de revoir peut-être les relations entre journalistes et mouvements sociaux. Peut-être que cette collaboration-là est assez essentielle à une époque où la libre expression est de plus en plus attaquée pour journalistes et aussi pour les citoyens en général. Merci. On peut prendre à peu près une demi-heure, j'imagine, en théorie, on définit vers midi, mais je suppose qu'on peut aller jusqu'à midi 10, midi et quart à peu près maximum, par exemple, parce qu'il faut revenir pour 1h30. Il y a des micros, il y a un micro à gauche, un micro à droite pour ceux et celles qui veulent intervenir, et donc on a environ une demi-heure. Je ne sais pas, dans un premier temps, peut-être demander à nos trois intervenants si vous voulez commenter les présentations des autres. J'ai déjà eu la chance. Bon, alors, on va commencer avec les interventions. On commence par Claude, que j'ai vu. Bonjour, Claude Vaillancourt. Moi, une chose qui me frappe lorsqu'on parle de mutation du journaliste, c'est le commentaire de la nouvelle ou le commentaire du commentaire par des lecteurs. On sait qu'il y a quand même des politiques assez différentes entre Radio-Canada, par exemple, qui publie n'importe quoi, où le devoir semble être plus sélectif. Alors, la question que je me pose, comment ça intervient sur le travail du journaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que ces commentaires se perdent un petit peu dans la stratosphère? Bref, comment vous gérez cette question des différents commentaires de lecteurs qui apparaissent en quantité quand même assez phénoménale? On se demande tout le temps si on doit lire ou si on ne doit pas les lire. Tu as raison, le devoir de mettre en place un système de filtre, entre autres pour des raisons juridiques, parce qu'on ne peut pas laisser n'importe quoi passer sur le site. Ensuite, pour des raisons, je pourrais dire, éthiques et morales, si vous voyez ce qu'on reçoit des fois, notamment quand il est question d'identité, c'est épouvantable et honteux, vraiment, c'est attaque raciste, antisémite, il faut filtrer, il faut carrément empêcher ces paroles de circuler sur notre site, que les gens aient assumé ça ailleurs, et c'est tout. Et puis, pour ce qui est de l'effet que ça peut avoir sur moi-même, d'abord, nous, on n'est pas... certains articles suscitent énormément de commentaires, mais tous ne font pas l'objet quand même d'un déversement à la Niagara de commentaires. Alors, je peux m'estimer heureux quand je n'ai pas 15 ou 20 réactions. Alors oui, évidemment que je lis. Et il faut dire que c'est plutôt à deux tranchants. Donc c'est agréable d'engager un dialogue de cette façon avec les lecteurs. Certains sont très éclairés, nous enrichissent.
d'un autre côté, il ne faut pas simplement s'attarder à ça, parce que d'abord, c'est qu'une partie de la population de Sorel-Tracy. Il y a même des professionnels, comme Sylvie Leblanc chez nous, du commentaire, qui en versent énormément. C'est un peu, je pourrais dire la même chose de Twitter ou d'autres médias sociaux du genre. Sur Twitter, on retrouve quoi? Au mieux 15% de la population. Puis en plus, quand on s'abonne à certains fils, c'est peut-être même 5%. Quand on s'abonne à certains, on s'abonne plutôt à certains comptes qu'à d'autres. Donc, on fausse évidemment l'impression. On peut avoir soudainement l'impression qu'un sujet est intéressant, alors que non, ça n'intéresse qu'une petite portion de la population. Donc, il faut faire attention, je crois qu'il faut y aller de façon posée, en prendre et en laisser encore une fois. Mais il y a quelque chose de formidable là-dedans, sur l'interactivité, la connectivité, le fait qu'on puisse échanger maintenant avec les lecteurs beaucoup plus facilement qu'autrefois, ça me semble très très bien. Mais en même temps, des fois, c'est vrai que ça a des travers, une sorte de ligne ouverte numérique et dématérialisée. Oui, j'ajouterais, avant de devenir prof, j'étais à l'émission en fait, puis on recevait beaucoup de commentaires justement de gens qui nous disaient il faudrait suivre cette piste ou cette piste, puis ça demande énormément d'énergie de vérifier ces suggestions-là et très peu menaient à ultimement un reportage d'intérêt public. Ce qui m'amène à parler justement de journalisme citoyen. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de journalistes dans notre société. Et je suis pour le journalisme citoyen à fond la caisse, mais il faudrait qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est le journalisme. Parce que si le journalisme citoyen, c'est de commenter la nouvelle, puis de dire là, je fais du journalisme citoyen, je ne suis pas sûre qu'on avance. Merci. Ricardo? Il n'y a pas de tendance sur le temps. Ah, ben ça, on veut. C'est parce que comme je suis présenté en deuxième au micro, mais si madame veut parler à elle, vous pouvez intervenir avant, monsieur? Allez-y. Non, alors, monsieur peut... OK. Bon, merci beaucoup pour les 3 conférences. C'était très éclairant, très stimulant. Je voudrais quand même... je ne dis pas que c'est un défaut de ne pas en avoir parlé, mais j'ai eu le sentiment que lorsqu'on critique le fait que les journalistes fassent du commentaire sur du commentaire, donc le fait d'être obligé aussi de produire beaucoup plus de nouvelles sans contenu, donc de reproduire les communiqués de presse et tout ça. On a peu parlé du fait que c'est un modèle de gestion aussi qui est amené. Donc, on met des pressions, ça s'appelle quand même, c'est ça, donc un rapport salarial. Le journaliste, il est payé par un intérêt privé qui, lui, donc, met des pressions sur le plan donc, de modèle d'administration, de gestion, mais aussi idéologique. Alors, on l'a vu juste par rapport au printemps érable, comment est-ce que il y avait des commentaires qui pouvaient être relativement favorables aux étudiants dans la presse, mais c'était juste pour dire qu'on faisait notre travail parce que la grande majorité était biaisée ou à TVA. Donc, le journaliste, il n'est pas libre de son choix, il est aussi soumis à une contrainte salariale qui l'oblige à agir d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas, pas nécessairement répondre, parce que comme je dis, ce n'est pas une critique, mais peut-être que ce n'est pas tant le journaliste que la pression, la contrainte qu'il subit. C'est toujours amusant de voir. D'abord, moi je suis dans une salle et je rappelle toujours Benoît Aubin, qui est au Journal de Montréal, commentateur, qui s'assure à droite, qui était chez nous pendant un bout de temps, rédacteur en chef. Et il y avait toujours ce mot, il disait je connais pas d'informations contrôlées par un patron. Quand elle est bonne, elle passe. Alors il faut aussi avoir conscience de ça. Je ne vais pas faire trop de corporatisme, mais oui, évidemment, comme tout le monde, on a nos idées, on est soumis à des pressions, on a été nourri de certaines idéologies, on est boqué. J'aime bien cette réflexion là, qui m'est venue d'un prof d'université que j'ai interviewé récemment qui me disait à l'université, j'ai des collègues qui n'ont pas changé d'idée une seule fois
en 40 ans. J'ai des collègues, moi, journalistes, qui ont changé plusieurs fois dans leur vie d'idées, c'est très bien. Il y a chaque monde a ses défauts, hein, puis il y en a ici dans la salle qui ont même des idées qui, à 35 ans, 40, sont encore plus obstinés que je peux l'être, plus contrôlés par les idéologies des forces, etc. Donc, je vais quand même défendre un peu mon monde pour dire que il n'y a probablement pas plus réfractaire au contrôle qu'un journaliste. J'en connais pas beaucoup qui se laissent imposer quoi que ce soit par les patrons. Ça arrive de temps en temps que le patron il demande une plug pour un de ses amis sur un livre. On l'a fait de façon douce, par en dessous, sans signer le texte, en bref. C'est à peu près toute la seule concession qu'on lui fait. Ça, c'est pour essayer d'établir un peu le panneau général. Par ailleurs, ça ne nie pas qu'effectivement les médias sont à la solde de certaines idées, défendent certaines idéologies. C'est indéniable tout ça. Mais le rapport entre le travail au quotidien du journaliste et le contexte général de contrôle de l'information me semble beaucoup plus complexe que tout simplement une commande et une réaction. Ce serait la réponse générale que je fais. Si vous voulez, on peut continuer à parler de ça. Je trouve des exemples concrets, mais c'est la réaction que me suscite à chaque fois ce genre de commentaires par rapport au fait que je serais, moi ou d'autres, à la solde d'un patron qui lui-même serait manipulé par une espèce de surpuissant. Des fois, je trouve qu'il y a même des relents là-dedans, un peu bizarroïdes, d'idéologie qui divise la société en deux, entre des surpuissants machiavéliques qui contrôlent des moutons dont je serai. Juste ajouter rapidement que c'est comme ça que j'ai fait mon travail aussi comme journaliste, puis je pense pas avoir été aliénée pendant 15 ans, 17 ans. Moi, j'ai servi le public. Aussi, c'est ça que j'enseigne à mes étudiants, servir le public et à résister justement aussi avoir un discours pour répondre. Si jamais il y avait des pressions, on apprend ça dans les cours de journalisme, à répondre à quelqu'un qui voudrait forcer une idée ou une idéologie. Donc, on travaille là-dessus. Mais je dirais que oui, il existe peut-être une forme d'autocensure à certains moments qui est beaucoup liée au statut d'emploi. Si tu travailles pendant 17 ans, par exemple, à Radio-Canada, pendant 15 ans, tu es surnuméraire, tu sais quel réalisateur aime quel genre d'histoire. Donc, tu vas peut-être te plier un peu à ça. C'est plus loin que j'irai. Bonjour, je m'appelle Catherine Mathis, je suis journaliste et je viens également de terminer un mémoire de maîtrise qui aurait pu s'intituler comme le titre de votre discussion. En fait, j'ai analysé le rôle des nouvelles technologies dans le travail quotidien des journalistes de la presse écrite, mais surtout aussi dans leur identité. Parce que c'est un aspect qu'on ne regarde souvent pas beaucoup. Stéphane Baillargeon l'a abordé un peu par la bande en se disant un peu bousculé dans son quotidien, dans ses pratiques, par ces nouvelles technologies-là, les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes. Et c'est beaucoup ce qui ressort que leurs collègues sont sur Twitter ou sur Facebook, parce que justement, il y a une espèce de frontière très poreuse maintenant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des journalistes, et tout ça influence le travail des journalistes. Donc, il y a des effets collatéraux à ces nouvelles plateformes-là. Et l'autre chose que j'ai beaucoup remarqué aussi chez la plupart des journalistes de la presse écrite que j'ai interviewés, c'est s'il y a un côté réfractaire à l'utilisation de Twitter, de Facebook, tout ça sur une base quotidienne. Ils la voient beaucoup. Ils voient beaucoup ces tâches-là comme des tâches supplémentaires encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup parce que ça impose là aussi une gestion de relations que le journaliste n'était pas prêt à assumer avant. C'est-à-dire qu'avant, la façon d'entrer en relation avec un journaliste était d'envoyer une lettre au journal et d'attendre que le journal la publie. Maintenant, ce n'est plus nécessaire et donc ça impose un certain nombre de relations supplémentaires aux journalistes, des relations avec des journalistes citoyens, vous en avez parlé, avec le lectorat. Et c'est ça qui, à mon sens, en tout cas, selon ce que j'ai découvert avec ces journalistes-là que j'ai interviewés, c'est ça qui est très, très lourd à gérer sur une base quotidienne. D'ailleurs,
dans mon échantillon de journalistes, la plupart préféraient Twitter à Facebook pour cette simple raison-là. Parce qu'il y a moins de gestion de relations, il y a moins de gestion d'amis, entre guillemets, à faire avec Twitter. Donc bref, il n'y a pas vraiment de questions, donc c'est ce qui fait qu'on en est là. J'ai tout dit. Oui, ta question d'identité des journalistes, puis tantôt Mme Franca demandait aussi qu'est-ce que le journalisme dans tout ça, mais j'essayais de formuler des tentatives de réponse, mais je pense que j'ai plus de questions que de réponses aussi sur cette question-là, mais il me semble que c'est ça le point justement, c'est-à-dire que le métier de journaliste est transformé, entre autres parce qu'une bonne part de ce qu'était le métier de journaliste auparavant peut être fait, en tout cas en partie, par d'autres personnes. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent faire, quand je parlais tantôt des cadres diplomatiques de Wikileaks, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à cette information-là. Il y en a tellement qu'il est possible que, puis même ça avait été évoqué tantôt pour l'affaire Monica Lewinsky, donc comment finalement il y a des éléments d'information qui peuvent émerger davantage des marges que de l'intérieur du métier. Est-ce que quand on parle du commentaire et tout ça, est-ce que le commentaire, est-ce que c'est pas plutôt l'analyse en fait? Est-ce que ça serait plutôt l'idée que de toute cette masse d'informations, 19% médias, tout ça, et des gens qui sont sur Internet, qui travaillent cette information-là sans assumer quelque chose de vraiment très très clair au niveau d'une identité, mais qui contribuent un peu à faire circuler ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Donc, déjà, entre ça, il y a deux distinctions à faire, puis il faudrait aussi réfléchir là-dessus. Je vais répondre aux deux en même temps. D'abord, c'est très juste, j'ai essayé de dire moi aussi là, que les nouvelles technologies grugent du temps. C'est vrai que 24 heures ou 10, 12 heures dans une journée. Là, je vois bien, moi, si je me mets sur Twitter, sur Facebook, je lis tous mes courriels, puis en plus je regarde 3-4 heures de télé, parce que je m'occupe de la télé aussi chez nous, ben, il va me rester quoi là, comme temps pour travailler? Alors, il faut de temps en temps prendre son temps. Il faut, on a l'impression, une autre belle métaphore de musée, là, que la modernité c'est un tigre qu'on entre les pattes, là, qui avance tout seul avec ses 4 membres qui sont des grands. Il faut de temps en temps débarquer du tigre et puis prendre le temps d'observer ce qui se passe. Par ailleurs, ce que ça veut dire, c'est revenir à des perspectives toutes simples, fondamentales. C'est ça, observer, critiquer, se renseigner, prendre le temps d'écouter les autres pour pouvoir faire comme il faut son travail. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord en fait avec cette analyse de ce que veut dire Wikileaks. Parce que Wikileaks, c'est un bel exemple de ce que mon monde est capable de faire de mieux. Il ne faut pas l'observer dans une idéologie ou une utopie de la transparence. La transparence aurait été catastrophique dans ce cas-là. Si on avait pris tous les câbles et qu'on les avait diffusés comme ils étaient, de façon brute, on aurait mis en danger des centaines de personnes, des informateurs qui avaient parlé aux diplomates. Imaginez en Chine qu'un diplomate américain ait un informateur secret. Si son nom était apparu de façon brute dans les câbles diffusés par Internet, si on ne les avait pas filtrés, ça aurait été la mort assurée pour cette personne. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le fondateur de Wikileaks, lui-même, s'est retourné vers qui? Vers les spécialistes du filtrage et de la critique. Il s'est tourné vers 5 médias hyper crédibles dans le monde. Le New York Times, qui était appelé par le Guardian après coup, mais donc le Guardian, El País, le Monde et, je crois, le Stern en Allemagne, ou le Spiegel. Puis ils ont, 4, dépêché des centaines de journalistes spécialisés qui ont filtré les câbles pour les expurger des informations les plus sensibles, et puis après ça, pour pouvoir les relayer de façon simple et pédagogique à la population. Donc, je crois que c'est un bel exemple, au contraire, de ce que le nouveau monde et l'ancien peuvent faire quand ils travaillent de concert. Et donc, c'est un bel exemple, encore une fois, du travail formidable que peuvent réaliser les médias dans notre société. On est d'accord. Monsieur qui est là. Oui, bonjour, je m'appelle
m'appelle Yannick Québec, je suis enseignant, puis j'ai pas pu m'empêcher de, en écoutant les présentations, de faire un parallèle entre ce qui se passe dans le monde de l'enseignement et ce qui se passe dans le monde du journalisme. Parce que dans le fond, c'est deux univers où des spécialistes de l'information diffusent de l'information au public avec une certaine mission par rapport à ça. Et je constatais que chez nous aussi, notre rôle central est remis en cause un peu, notre statut est remis en cause par les nouveaux médias, entre autres, je pense à Wikipédia, où il n'y a plus la notion de spécialiste de contenu, etc. Et il y a toutes sortes de remises en question, de questionnement, de réflexion par rapport au rôle de Wikipédia dans l'enseignement. Évidemment, ce n'est pas le seul site du genre, mais c'est l'exemple sans doute le plus connu, plus l'importance de Wikipédia sur Internet. Aussi, des questions nous, on se questionne beaucoup sur notre devoir de loyauté, jusqu'où on peut parler sur Internet. On se sent plus aussi libre qu'avant, en particulier après la grève, de donner notre point de vue. On dit est-ce qu'il faut être plus neutre par rapport à nos étudiants, tout ça, est-ce que ça teinte, est-ce qu'on peut être teinté politiquement? Il y a toute une réflexion qui se fait maintenant, qui est une conséquence. Donc, il y a beaucoup de conséquences de ce type-là. Et aussi, maintenant, il y a l'enseignement à distance qui prend de plus en plus d'importance sur Internet. Maintenant, en quelques clics, on peut, à l'aide des outils de Google, donner un cours à une classe complète en ligne, où il y a des cours récemment qui ont été donnés à plus de 100 000 personnes simultanément. Donc, c'est clair que notre métier aussi, évidemment, comme je faisais, il y a des parallèles à faire intéressants. Je voulais aussi parler un petit peu de la question du média principal dont on parle beaucoup, là, Internet. Et comme il a été mention de logiciel libre, il y a un parallèle qu'on peut faire entre l'évolution de l'utilisation du spectre radio, de la radio, de la télé, etc. au 20e siècle et ce qui se passe présentement avec Internet. Le spectre radio, qui promettait un accès plus grand aux médias, etc., aux journalistes, ça allait se diffuser partout. On parlait toutes sortes de révolutions. Ce spectre-là s'est privatisé peu à peu et a été dominé pour la diffusion d'informations par la télé commerciale, la radio commerciale, etc. La radio communautaire occupe une place assez petite dans tout ça. On peut essayer d'imaginer ce qui aurait été le 20e siècle si les médias dominants avaient été communautaires ou non commerciales ou différents. C'est sûr qu'on aurait une image, l'histoire aurait été assez différente. L'utilisation d'Internet, et il y a d'autres étapes à venir sans doute. On parle beaucoup de la neutralité d'Internet, il y a des débats par rapport à ça. Donc, si éventuellement on en vient à un point où il faut payer un peu plus, il faut payer un peu pour que notre message passe plus, le portrait qu'on fait présentement pourrait être altéré assez rapidement. Avec quelques décisions politiques subitement, ce dont on parle présentement, où tout le monde peut diffuser son message largement, ça pourrait changer assez rapidement. Donc, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup voir le monde journalistique s'intéresser plus à ces questions-là de neutralité d'Internet ou d'accès à Internet. Je voudrais terminer un peu par une question, mais il y a quelqu'un d'autre qui a abordé un peu la question, peut-être un petit peu différemment. Au niveau de l'organisation du travail, même des journalistes, en avant, vous semblez dire qu'il n'y a pas beaucoup, vous ne sentez pas beaucoup de pression. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des différences entre ce qui se passe en milieu urbain et en région, où quand il y a un seul petit journal dans une région donnée, est assez forte au point de vue financier pour soutenir toute une horde de journalistes prêts à attaquer toutes sortes de dossiers. Mais donc, ils essaient de s'organiser différemment. Donc, personnellement, je pense que ça serait une avenue à explorer pour peut-être adapter le journalisme ou le transformer, s'assurer d'une indépendance et faire en sorte que les journalistes sont plus autonomes dans leur choix, ne subissent pas les pressions dans leur pour changer leur façon de travailler ou en fait décident eux-mêmes de leur façon de travailler. Merci. Si vous êtes d'accord, on va peut-être prendre les deux interventions qui s'en viennent, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient s'ajouter tout de suite, peut-être, et puis après ça, on pourrait faire la pause pour alors, monsieur ou madame, ça dépend si on fonctionne avec la Miss Chanceux, ça va bien. Il y a des valeurs professionnelles qui sont respectées dans vos médias. Je suis en train de travailler à Radio-Canada, je pense que ça va relativement bien. Au devoir, je pense que ça va bien. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il faut faire attention. Dans d'autres univers médiatiques, dans d'autres sociétés, d'autres entreprises de presse, il y a des réalités fort différentes. Et il y a des réalités fort différentes qui se développent à une vitesse exceptionnelle. On observe de plus en plus du contenu dirigé,
dans les médias d'information. On l'observe dans tous les pays, et c'est pas exemple ici. Chantal a parlé tantôt de la précarisation des journalistes. Il faudrait peut-être regarder les journalistes qui ont un statut précaire. Est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène important et croissant? Et on observe effectivement que dans le monde professionnel du journalisme au Québec, il y a une précarisation accrue, et de plus en plus. Ces journalistes précaires